Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, retour de parquet pour Maître Moussa Diop. Le dossier est solide selon son coordonnateur, le coordonnateur de son parti AG Jotna. Les détails dès le début de cette édition. Réintégration de Ousmane Sonko sur les listes électorales. L'État du Sénégal se pourvoit en cassation. Les avocats de l'État ont 10 jours à compter de la notification de la décision du tribunal. Mais cette décision doit être immédiatement prise en compte et traitée selon l'article L47 du Code électoral. On vous explique tout. L'impact du changement climatique sera pris en compte dans les stratégies de lutte contre les inondations. L'élaboration d'un nouveau programme décennal est en cours. Dans notre rubrique littérature, les bonnes feuilles de la rédaction, on s'intéresse à l'ouvrage Sans domicile fixe de Bantigi Doucouré, l'autre visage de l'Amérique, note de lecture en fin d'édition. Il devra patienter avant son face-à-face avec le procureur de la République. Maître Moussa Diop a bénéficié d'un retour de parquet. Mais d'ici là, son dossier est solide selon le coordonnateur national de son parti, AG Jotna. Voici Ndiaplo avec Mamadou Fall. Il a fait 48 heures de garde à vue. Aujourd'hui, il venait pour rencontrer peut-être le procureur. Par le biais de son avocat, on a eu l'information comme quoi il fera un retour de parquet. Donc Moussa Diop n'a pas pu voir le procureur. Et comme je l'avais dit, Moussa Diop a un dossier béton. Et pour ça, je ne vais pas avancer là-dessus. Mais je sais que Moussa Diop a un dossier béton. Et tout ce que Moussa Diop dit, c'est la réalité. Donc, par rapport à nos détracteurs qui disent que Maître Moussa Diop n'a pas de caution ou bien n'a pas encore le nombre requis par rapport au parrainage, moi je suis le coordinateur national du parrainage, on a plus que ce qu'on demandait. C'est-à-dire les 44 à 48 000, à 58 000, on a dépassé ça. Donc nous sommes vraiment à jour par rapport à tout ça. Donc que nos détracteurs déchantent, Maître Moussa Diop sera candidat et il gagnera ces élections, Inch'Allah. L'actualité, c'est aussi le feuilleton judiciaire qui se poursuit entre l'État du Sénégal et Ousmane Sonko. L'État va se pourvoir en cassation. Dans un communiqué, les avocats de l'État déclarent que la décision rendue par le tribunal n'est pas définitive, donc pas exécutoire. Ce matin, vous le savez, le tribunal de Dakar a ordonné la réintégration de Ousmane Sonko sur les listes électorales. Habib Faye. Le tribunal d'instance de Dakar confirme le jugement rendu par celui de Ziguinchor en octobre dernier. Il ordonne la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. Cette décision remet dans la course le leader de PASTEF. La décision d'aujourd'hui aurait dû être prise par la Cour suprême, qui a préféré refiler le bébé. Certainement que l'État du Sénégal, qui ne lâchera pas, fera un pourvoi en cassation. Et nous espérons que les chambres réunies, avec ces magistrats, relèveront haut la démocratie, l'état de droit, et que les Sénégalais pourront aller dans des élections libres, inclusives et transparentes. La partie est loin d'être terminée, car l'État du Sénégal prévoit de pourvoir en cassation. Le juge suprême avait dit que la vérification a été bien faite, c'est bien passé. Donc le gars, il est forclos, il ne pouvait plus dire qu'il n'a pas été informé. Donc vraiment, ce juge-là, si la juridiction inférieure vient contredire la position du juge suprême, cette décision va être certainement annulée comme celle de Ziguinchor. Donc je ne vois pas les raisons pour lesquelles on devrait jubiler comme on l'avait fait à Ziguinchor. Ces gens-là ont la courte mémoire, ils ont la mémoire très courte. Mais la défense crie victoire et invite la direction générale des élections à donner à leurs clients ces fiches de parrainage. De grâce, je demande à l'État du Sénégal d'être élégant envers cette justice, d'être élégant envers cette décision qui vient de tomber. Non seulement de rétablir Sonko, mais également de remettre la fiche de parrainage à son mandataire, le sieur Aïb Dafé, pour qu'effectivement le sieur Sonko puisse aller recueillir son parrainage auprès du peuple sénégalais. Le temps est compté pour Ousmane Sonko,
Dakar, le dépôt des parrainages ayant démarré ce lundi prend fin le 26 décembre. L'État compte donc user de son droit de recours par l'introduction d'un pourvoi en cassation. Le coordinateur des organisations de la société civile pour les élections demande à la Direction générale des élections de donner aux mandataires de Ousmane Sonko ses fiches de parrainage. Pour Mouniaï Cissé, cette décision est exécutoire sur la base du code électoral. Nous l'écoutons. Bon, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, le problème est connu. La notification devrait être faite directement à l'intéressé. Quand on radie quelqu'un pour contumace du fichier électoral. Ce qui n'a pas été fait. Donc, le droit a été dit. Maintenant, le problème, c'est moins cela que l'exécution de cette décision de justice. Parce que depuis Ziguinchor, je crois qu'on aurait dû réintégrer Sonko dans le fichier électoral. Mais on a vu du dilatoire. Ça n'aurait même pas dû arriver à la Cour suprême. Parce que l'article L47 du Code électoral est clair. Des décisions comme ça doivent être exécutées immédiatement. On n'est pas dans le droit commun, on est dans le droit électoral. Et dans le droit électoral, les délais comptent. Aujourd'hui, donc, la décision elle est prise une deuxième fois, donc pour confirmer. Et tous les candidats ont jusqu'au 26 décembre à 0h pour déposer leur dossier de candidature au Conseil constitutionnel. Le candidat Cheikh Abdou Bara Dolly a déposé, lui, son dossier. Un tirage au sort également est prévu le 28 décembre au Conseil constitutionnel pour déterminer l'ordre de vérification des collectes de parrainage. Écoutons Demba Dior Fall, mandataire du candidat Cheikh Abdou Bara Dolly avec Ibrahima Kane. Nous sommes acquittés aujourd'hui de l'ensemble des pièces à fournir au niveau du Conseil constitutionnel. Donc le dépôt s'est très bien passé. Donc nous sommes là depuis 11h et quelques. On vient de sortir comme ça du Conseil constitutionnel et tout s'est très bien passé. Donc notre dépôt a été pris en compte. Donc vous avez le récépissé ici de dépôt de déclaration qui l'atteste, que vous avez ici. Sinon, on a reçu aussi notre convocation pour le tirage au sort. Parce que vous savez que cette année, l'innovation, c'est qu'il y a un tirage au sort pour la vérification, surtout des parrainages au niveau du... Dans l'actualité également, affaire Ndiaga Diouf, la Cour suprême va statuer sur cette affaire le 22 décembre prochain. Barthélémy Diaz avait introduit, vous le savez, un pourvoi en cassation après une condamnation à 2 ans de prison dont 6 mois ferme. Alassane Ba. C'est une affaire qui semble ne jamais se terminer. Le dossier Ndiaga Diouf, ce nervi qui avait perdu la vie après une attaque de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur le 22 décembre 2011, à quelques semaines de la présidentielle impliquant l'actuel maire de Dakar. Barthélémy Diaz est loin de voir le bout du tunnel. La Cour suprême a inscrit l'affaire au rôle d'audience du 22 décembre prochain à partir de 10h. Et c'est le maire de Dakar qui avait lui-même introduit un pourvoi en cassation pour ainsi contester la décision de la Cour d'appel de Dakar qui l'avait condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme pour coup mortel. Un pari risqué si la haute juridiction confirme le jugement en première instance maintenu en appel. Diaz fils risque de perdre la mairie de Dakar au profit d'une délégation spéciale. Merci Alassane. Tout autre chose à présent, l'autre grand titre de cette édition, lutte contre les inondations. L'élaboration d'un nouveau programme décennal est en cours. La nouvelle stratégie va aussi porter sur la sensibilisation des populations sur le changement climatique et son impact. Voyons tout cela avec Maïmouna Ndiaye. La question des changements climatiques, le Comité national de gestion des inondations souhaite l'intégrer dans son programme pour l'année 2024. En matière de lutte contre les inondations, les communautés sont en première ligne. Donc après viennent les collectivités territoriales, après l'État vient ensuite. Donc il est important que ces populations bénéficient de cette éducation, cette culture du risque
mais aussi qu'ils bénéficient d'un travail de sensibilisation pour qu'ils comprennent que nous sommes dans un contexte de changement climatique marqué par des phénomènes extrêmes qui se manifestent souvent par des pluies exceptionnelles, comme on a connu aussi cette année. Mais malgré, comme je l'ai dit tantôt, malgré les pluies exceptionnelles de cette année, les ouvrages ont résisté. Donc, pour dire simplement que ces investissements de l'État en matière de gestion des inondations ont produit leurs fruits. Au cours de cette réunion, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement annonce de nouveaux projets pour réduire les risques. J'engage les services compétents en matière foncière, sous la coordination du gouverneur de Dakar, de poursuivre les actions de libération et de sécurisation des voies d'eau dans le bassin versant du lac Rose. Il y a lieu également d'indiquer l'élaboration d'un nouveau programme décennal de gestion des inondations, tenant compte des premiers résultats de la cartographie nationale du risque d'inondation avec le programme de gestion intégrée des inondations qui est également en train de finaliser. Les recommandations issues de ces études seront rendues publiques dans quelques jours. Dans quelques semaines, les trains de marchandises et de voyageurs seront en circulation. La voie ferrée de Dakar, Thiès et Tambacounda a été réhabilitée. Les techniciens savent faire désormais autour des derniers réglages. Voyons tout cela avec Cheikh Anta Diop et Seila Tir. Fret ferroviaire, la reprise du trafic entre Dakar et Tambacounda, ce sera pour bientôt, c'est l'assurance du directeur général des chemins de fer du Sénégal. Depuis le début de l'année, les chemins de fer du Sénégal se sont lancés dans une vaste entreprise de relance du ferroviaire ici au Sénégal. C'est dans ce cadre d'ailleurs qu'on a lancé les travaux pour réhabiliter la voie qui quitte Sébikotane et qui va aller jusqu'à Thiès. Ce qui va permettre de reprendre le trafic fret au démarrage de l'année 2024. On va réceptionner toute la voie jusqu'à Tamba. La reprise du trafic voyageur est à l'ordre du jour. Selon le directeur général, les chemins de fer du Sénégal et Grand Train du Sénégal travaillent ensemble sur cette question. Ça va reprendre. En fait, nous sommes allés à Touba, mais bon, c'était dans le cadre de circulation d'essai et ça nous a permis aussi de marquer le coup et de nous reconforter sur le fait que la reprise ferroviaire est en train d'être effective. Mais vu que la voie n'était pas encore réceptionnée, nous avons juste fait des circulations d'essai, etc. Mais une fois qu'on a réceptionné la voie ferrée, toutes ces choses-là vont être envisageable à moyen et long terme avec nos amis de GTS et autres, et nous allons regarder ensemble. Il y a des problématiques contractuelles, etc. qu'il faut gérer. Il faut qu'on réceptionne d'abord toute la voie pour être sûr que tout a été fait dans les très bonnes conditions. Pour préparer cette reprise, le directeur général des chemins de fer du Sénégal a initié des séries de formations destinées aux jeunes sélectionnés. Ils sont prêts à redémarrer l'exploitation ferroviaire l'année prochaine. Merci Chiranta. La SAPCO donne un délai de 2 mois à l'artiste sénégalais Akon pour accélérer les travaux au risque de lui retirer les terres octroyées. Selon Souleymane Ndiaye, directeur général de la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal, la même procédure sera adoptée avec tous les investisseurs. Le voici avec Ndeye Matidjang. Akon, jusqu'à présent, je pense qu'il n'a pas encore reçu une correspondance lui demandant de résilier le contrat qui est lié avec la SAPCO Sénégal. Mais lorsqu'on m'a nommé DG de la SAPCO, je lui avais adressé une lettre de mise en demeure. Et il avait versé les droits d'entrée. Mais ça ne suffit pas. Nous, ce que nous voulons, c'est des projets concrets. Ce que nous voulons, c'est d'avoir des réceptifs capables d'accueillir nos hôtes. Nous allons vers les JO 2026 et il y a d'autres investisseurs également qui sont prêts à investir. Bien vrai que sur Mbodiène, nous sommes sur 504 hectares et qu'on n'empêche à personne de venir investir dans les autres superficies qui existent, n'est-ce pas? Mais c'est bon des fois de taper sur la table pour que ce dernier puisse faire le nécessaire. Il a fait le terrassement, il a déjà démarré ce qu'on appelle les travaux du Welcome Center, il a offert même un centre aux jeunes de Mbodiène. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est des réceptifs hôteliers qui vont permettre de contribuer à la relance du tourisme sénégalais. S'il n'est pas capable de réaliser le projet, si on ne s'entend pas, on sera obligé de retirer nos terres et donner ça à d'autres promoteurs qui pourront faire le travail nécessaire. Mais nous lui accordons le bénéfice du doute. Akon a dit qu'il va venir au Sénégal,
et je vais le recevoir très prochainement. Nous allons l'écouter et voir ce qu'il va mettre sur la table. Il y a un deadline bien sûr. Nous lui donnons 2 mois pour voir ce qu'il va faire. S'il ne réagit pas, dans ce cas, la SAPCO Sénégal verra l'attitude à prendre. Et on en vient à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. On s'intéresse à l'ouvrage de Bantigui Doucouré, Sans domicile fixe, l'autre visage de l'Amérique, un livre qui aborde la réalité des citoyens américains qui se retrouvent sans abri et contraints de passer la nuit dans les rues. Note de lecture, Ibou Diouf. Cet ouvrage explore les raisons qui poussent les individus à se retrouver à la rue, qu'il s'agisse de l'absence de logement abordable, de la perte d'emploi, de l'isolement social ou de problèmes de santé mentale, sans oublier la toxicomanie. J'ai pensé à écrire ce livre lorsque j'ai travaillé comme interprète au département d'État américain et aussi au département de la justice et le service de l'immigration. Pendant mes voyages, quand j'ai fini de travailler, je rencontre beaucoup de sans-abri. Donc, par compassion, j'ai commencé à leur donner des cadeaux. Ensuite, j'ai commencé à prendre des photos. Ensuite, j'ai pensé à écrire sur eux pour en savoir plus de leur situation difficile. En mettant en lumière les situations individuelles, l'auteur donne une voix aux sans-abri et met en avant leur dignité et leur lutte pour survivre dans un monde où ils sont souvent invisibles. Je les ai observés pendant 10 ans et puis ensuite, j'ai commencé à les interviewer individuellement et chacun a son histoire particulière. Alors c'est comme ça que j'ai pu recueillir beaucoup d'interviews et j'ai rencontré des familles, j'ai rencontré des anciens combattants qui sont devenus des sans-abri. Si vous voulez, j'ai rencontré toutes sortes de personnes parce qu'en Amérique, personne n'est à l'abri d'être sans-abri. Ça peut arriver à n'importe quelle personne à n'importe quel moment. Le livre est bien documenté et basé sur des entretiens avec les vrais acteurs. À travers son récit, l'auteur tente de montrer l'importance du travail des organisations qui soutiennent les personnes sans abri en leur apportant leur expertise et leur aide. Quand vous voyagez, il faut voyager dans de bonnes conditions. Parce qu'en Amérique, il y a des sans-abri, non seulement des Américains, mais aussi il y a des Africains aussi qui sont sans-abri parfois. Mais grâce à la solidarité africaine, il n'y a pas autant de sans-abri. Mais quand on part dans des États comme Alaska ou bien Hawaï, là où il n'y a pas beaucoup d'Africains, si vous avez des problèmes, vous risquez d'être un sans-abri. Sans domicile fixe est un livre émouvant et instructif qui donne une vision précise et détaillée du quotidien des sans-abri aux États-Unis, tout en montrant comment leur dignité et leur résilience peuvent les aider à surmonter les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Merci Ebou. Dans l'actualité sportive, l'équipe nationale du Sénégal de beach soccer rejoint l'Iran ce vendredi. Les Lions vont disputer des matchs de préparation en vue du mondial Dubaï du 15 au 25 février 2024, logé dans le groupe C en compagnie de la Biélorussie, le Japon et la Colombie. Les Lions avec le coach Mamadou Diallo viennent de boucler des mois de préparation. Voyons tout cela avec Cher Sadibou Diarra. 2 mois de la Coupe du monde de beach soccer à Dubaï. L'équipe nationale du Sénégal entre dans la ligne droite de sa préparation. Le démarrage d'une série de rencontres amicales face à l'Iran entre ce 15 et le 23 décembre prochain. Iran et Russie, c'est les meilleures équipes du monde. Donc on va jouer avec eux en Iran. On va partir en Iran le 15. À commencer les matchs à partir du 20. Donc on va jouer 3 matchs avec eux. Au moins ces 3 matchs, ça va nous permettre de voir ce qu'on a. Qu'est-ce qui est important, c'est de jouer ce match et mettre notre système et mettre notre tactique pour voir est-ce que ça va marcher. Et c'est la chose qui est plus importante. Ambitieux, le Sénégal champion d'Afrique en titre vise le sacre mondial. Pour atteindre son objectif, il affûte ses armes depuis plus de 5 mois. Une longue préparation très utile. Donc il nous reste mois de décembre et janvier. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très important. On sait le groupe pratiquement. Je ne peux pas donner les 12, mais j'ai apprécié que je connais les 12 pour l'instant. Mais je ne peux pas dire ça pour le moment. Donc maintenant, ce qui est plus important, on a des matchs de préparation. L'équipe nationale de beach soccer 10e au classement mondial compte en son sein 5 joueurs nommés dans le top 100 des Beach Soccer Stars 2023. Mamadou Diallo est aussi nommé dans la
la liste des 40 sélectionneurs en lice pour cette cérémonie dont la date et le lieu ne sont pas encore communiqués. Alors maintenant à Louga, la 4e édition du Festival des arts martiaux de Louga a réuni dans la capitale de Niambour plus de 150 athlètes venus de partout. Cette manifestation sportive, vous le savez, regroupe des combats de boxe, de karaté et de taekwondo de haut niveau. Voyons tout cela avec Tchernofal. La ville de Louga a vibré au rythme des arts martiaux lors de la 3e édition de son festival annuel qui a rassemblé plus de 150 athlètes. Ça regroupe cette année les boxeurs, les karatékas et il y a aussi l'aspect culturel. Nous avons reçu ici plus de 150 combattants qui sont venus du Sénégal mais également d'ailleurs. L'un des moments forts de cette édition a été la tenue de combats de karaté, de taekwondo et de la boxe qui ont captivé le public lougatois venu très nombreux pour assister au spectacle. Au niveau du karaté, nous avons organisé un open comme d'habitude, c'est-à-dire c'est une compétition qui regroupe beaucoup d'athlètes en kata et en combat. Donc, au niveau de la boxe aussi, on a organisé 12 combats. Donc, dans différentes catégories. La présence remarquée du président de la Fédération sénégalaise de karaté a ajouté une dimension officielle à l'événement. Mohamed El Mokhtar Diop s'est exprimé en faveur des organisateurs du festival, saluant leur dévouement et soulignant l'importance de soutenir de telles initiatives locales. Louga fait partie du karaté et en termes de résultats, fait partie des ligues qui ont apporté beaucoup de satisfaction au karaté sénégalais. Donc c'était l'occasion de venir les encourager, les remercier par rapport à tout ça. Donc vraiment on lance un appel pour que les autorités puissent les accompagner dans ce sens-là pour le développement du sport sénégalais. La 3e édition du Festival des arts martiaux de Louga restera gravée dans les mémoires comme une célébration inoubliable. Les athlètes ont démontré un niveau exceptionnel de maîtrise technique et de discipline, faisant de chaque affrontement un spectacle mémorable. Merci Tierno, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je retrouve dans un instant avec l'expert électoral Ndiaga Sylla. Nous allons revenir sur l'annonce du tribunal de Dakar concernant la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. A tout de suite.